Ma Mission TV, le miroir du monde. 60 ans d'indépendance, qu'est-ce qui a été produit, qu'est-ce qui a été réalisé, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Donc, pendant près de 30 minutes, nous avons échangé avec le professeur Mbata, qui est connu de vous tous. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Professeur, 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, et vous vous dites, qu'est-ce qui a été réalisé dans le secteur qui est le vôtre, celui des chercheurs? Quel commentaire ça vous inspire? Bon, je dois d'abord dire merci à la RTNC pour avoir programmé cette émission afin de parler de l'université, de l'enseignement supérieur universitaire et aussi de la recherche scientifique. Vous savez, on parle beaucoup de politique dans notre pays. Mais on ignore souvent une chose, c'est que un pays ne peut pas se développer sans le développement de l'université ni de la recherche scientifique. Aucun pays. Et si vous voyez à travers le monde, qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique, qu'il s'agisse des pays comme la Chine, ou des pays européens, même en Afrique, des pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, où j'enseigne également, l'accent est mis sur la recherche scientifique. On ne peut pas avoir dans un pays, du matin au soir, les gens ne parlent que de propositions de loi, des projets de loi, des politiques, des partis politiques, des regroupements politiques. Non. Un pays où on passe toute la journée à ne parler que de politique sans aborder les questions majeures comme c'est de la recherche scientifique, c'est un pays qui a des problèmes. Et nous avons des problèmes. Vous l'avez bien dit, vous savez, en 60, lorsque ce pays a accédé à l'indépendance, l'université Lovanium venait d'être créée. La première dans le pays, évidemment, l'université Lovanium était créée sur le modèle de l'université de Louvain en Belgique. Et tout le monde le sait. Et lorsque le pays a accédé à l'indépendance, il n'y avait pas plus de 10 cadres nationaux ayant terminé leurs études universitaires. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des milliers et des centaines de milliers. Vous vous demandez même si les 10 là ne valaient pas que les 100 000 d'aujourd'hui. Donc, de là, pendant une dizaine d'années, de 60 à 70, jusqu'à la nationalisation, la zaïrianisation et la création de l'UNASA, évidemment, notre système est allé de mal en pis. Parce que vous savez, l'université Lovanium était considérée comme l'une des meilleures universités du continent. Elle était citée au même titre que l'université Makerere en Ouganda, l'université Dar es Salaam en Tanzanie, l'université de Lagos, l'université Cheikh Anta qui est devenue Cheikh Anta Diop. Donc l'université congolaise était parmi les meilleures universités du continent. Parmi les meilleurs. Et après? Et les gens venaient m'étudier ici. Et après? Et aujourd'hui, 60 ans après, ça fait surprise. Prenez seulement le continent africain, comptez la première université à la 200e. Vous n'avez aucune université congolaise. C'est un problème. Regardez combien d'universités foisonnent dans nos provinces, et même dans les villages. Il y a aujourd'hui plus de 200 universités, mais je vous dis, n'allez même pas en Europe. Restez sur le continent. Comptez la première à la 200e, vous n'aurez pas une seule université congolaise. C'est terrible. C'est pour vous dire comment on est tombé plus bas. Donc c'est une question, la question que nous abordons, c'est une question majeure. Pourquoi? Je crois que nous avons une vingtaine de minutes pour dire comment on est arrivé là. Justement, et qu'est-ce qu'il peut être fait? Est-ce qu'on est condamné à rester dans un pays où il n'y a plus pratiquement d'université, seulement des boutiques avec des professeurs qui transportent? C'est terrible. Je ne sais pas quel est votre... Comment on est arrivé là? Mais voilà justement la question. Vous avez l'avantage d'être professeur à la faculté de droit à l'université de Kinshasa, d'être professeur dans une université sud-africaine, et à cette double qualité de chercheur, quand vous voyez la pratique sociale dans d'autres pays africains tels que vous venez de les citer, et ce qui nous arrive, nous sommes en train de célébrer 60 ans avec autant d'élites, mais un secteur qui n'a pas bougé, le secteur de recherche scientifique. Non, pas tellement d'élite, avec beaucoup de diplômés d'université. Parce que pour moi, il faut faire une différence entre être un simple porteur de diplôme, graduat, licence ou doctorat, et une véritable élite. Nous avons plus de diplômés que des élites. Bon, je crois que la question que vous posez est importante. Effectivement, pendant plusieurs années, j'étais professeur invité à l'université de Paris 13 et puis Paris Sud en France. Pendant plusieurs années, j'étais professeur invité à l'université d'Addis Abeba, qui est plus vieille que la nôtre, en Éthiopie.
Et pendant des années, j'ai donné des enseignements à Cotonou ou à Djibouti, en Afrique du Sud, effectivement. Le problème, c'est que nous n'avons pas su transformer notre système d'enseignement supérieur universitaire. C'est-à-dire, nous n'avons pas, effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, avant que nous venions sur ce plateau, nous n'avons pas fait un état des lieux sérieux de notre système d'enseignement supérieur universitaire. Parce que nous, l'enseignement supérieur, nous ne lui avons pas conféré la place qu'il convenait. Nous aurions pu comprendre que ce pays, comme nous chantons dans l'hymne national le 30 juin, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous aurions pu comprendre que ce pays ne peut pas se mettre debout, que nous ne pouvons pas bâtir un pays plus beau qu'avant sans avoir reconstruit l'université, sans nous donner dans l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de... Donc nous n'avons pas réfléchi. Vous me direz, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, on peut faire. Je vais y arriver. On n'évite pas de questions. Nous avons aujourd'hui quand même à l'extérieur des Congolais de grands noms. Dans les grandes universités, aller au Canada, aller aux États-Unis, aller même en Chine, au Japon, en Europe ou sur le continent, nous avons des Congolais qui sont des grands noms scientifiques. Professeur Mbata, comment expliquer qu'individuellement, des Congolais parviennent à réussir ou à se donner une identité, une respectabilité, mais lorsqu'ils rentrent sur le territoire national, au sein de leurs propres facultés, au sein des universités, ils deviennent invisibles? Bon, c'est une question majeure. C'est une question, mais c'est d'abord un système. Vous savez, quand je vais, par exemple, j'ai eu cette chance, je suis le premier professeur noir dans une université créée en 1886. C'est l'université d'Afrique du Sud à Pretoria. Et Dieu a fait que quand j'étais engagé, je ne suis pas sud-africain, l'université a créé en 1886, c'est-à-dire une année, la même année que la conférence de Berlin. Dieu, comme il aime le Congolais, je suis le premier professeur noir de droit public dans cette université. Et on vous considère, et on fait appel à vous, et on reconnaît votre expertise, mon cher ami. Quand vous venez au Congo, vous êtes du même niveau. Vous n'êtes pas expert, on ne vous consulte même pas. Mais j'ai toujours dit, grandes sont les nations qui reconnaissent les meilleurs d'entre elles. Les meilleurs d'entre leurs fils et leurs filles. Chaque nation, comme ça, allez aux États-Unis, vous avez des grands noms. Allez en Allemagne, vous avez les Einstein et les autres, et ainsi de suite. Mais lorsque une nation, dans tous les domaines, dans votre domaine du journalisme, nous avons des grands noms qu'on devait consulter, qu'on devait écouter. Dans le domaine de l'économie, nous avons des grands noms. Dans le domaine de la santé publique ou de la médecine, nous avons des grands noms. En droit. Donc on ne vous considère pas. Professeur, lorsque vous dites on ne vous considère pas, vous vous adressez, vous parlez de votre propre université. Je vais parler de l'université, mais d'abord des responsabilités du pouvoir public. Du gouvernement de manière générale. Le pouvoir public, il n'accorde pas la place qu'il faut à l'enseignement supérieur. Il ne considère pas l'université. C'est pourquoi vous voyez la plupart des professeurs, ils sont en train de faire la politique. Vous voyez des professeurs pour survivre, des professeurs d'université qui deviennent des porte-parole des responsables politiques. Vous ne verrez pas ça ailleurs. Vous ne verrez pas des professeurs d'université qui deviennent des garçons des courses. Des gens qui n'ont pas leur niveau. C'est parce que l'université est déconsidérée. Les gens, pour mieux vivre, ils vont ailleurs, ils vont se prostituer, ils mettent les principes scientifiques à côté parce qu'il faut vivre. C'est ça le... Donc ce pays, s'il veut se relancer, notamment avec le président Félix Tshisekedi, on doit donner à l'université, à la recherche scientifique, la place qui convient. Je vais vous donner des petits détails. Je vous donne des petits détails. Je donne pas le cas de l'Université d'Afrique du Sud. Mais l'Université d'Afrique du Sud a un budget de plus de centaines de millions de dollars. Et moi, quand j'organise une conférence comme directeur d'un centre, imaginez-vous, j'en ai organisé une conférence, mais j'avais un budget de 300 000 dollars, sans être doyen de faculté. Mais une conférence scientifique, moi, j'organisais une conférence avec un budget de 300 000 dollars. Mais l'université de Kinshasa, quel est le budget? 4 000 dollars, s'il vous plaît. C'est un peu comme la RTNC. Je ne sais pas quel budget vous avez au niveau de la RTNC. Parce que si nous ne parlons pas... Donc, le budget d'abord, c'est cela. Les professeurs eux-mêmes et les étudiants sont dans de bonnes conditions pour faire la recherche et travailler.
Et un professeur d'université, il faut réformer tout le système. Évidemment, ça commence en bas. Vous n'attendrez pas mieux de l'enseignement supérieur si au niveau du primaire, les choses ne sont pas mieux faites. Il faut commencer par la base. Voyez nos élèves, nos enfants, 2 plus 2 ne sait même pas faire, c'est 4. Il doit trouver une calculatrice, il doit trouver des cell phones pour 2 plus 2, ça donne combien? Le fait de technologie. Non, mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Là où l'université est développée en Chine, ce n'est pas ça. La réflexion doit être là. Nos étudiants, nos élèves ne savent pas réfléchir. Les cours de dissertation ont disparu. Maintenant, c'est devenu le choix multiple. Et lorsque vous publiez les résultats des examens d'État une semaine après, vous êtes même loué comme l'un des meilleurs ministres. Mais c'est la catastrophe. Quel est le niveau? Et quand on arrive au niveau de l'université, il n'y a pas de niveau. Et tout le monde veut réussir à l'université. Non. Et tout le monde veut tout faire. Ça, c'est du côté des étudiants. Du côté des enseignants. Mais il n'y a pas, les professeurs, il y a des professeurs qui n'assistent pas aux conférences internationales. Je crois qu'on doit réformer un professeur qui ne publie pas pendant une année, qui va répéter son syllabus pour le vendre pendant 2 ans et 3 ans, à mon avis, devait être révoqué. Vous savez, ailleurs, vous avez bien dit, j'enseigne ailleurs, mais un professeur d'université, début de l'année académique, je signe un contrat de performance avec l'université. Que pendant une année, moi, André Mbatamangu, professeur de recherche à l'Université d'Afrique du Sud, je vais publier au moins 5 publications, pas dans les revues locales, mais dans les revues internationales. Et ces revues internationales, pour les publier, vous savez, pour publier, on enlève même votre nom, pour qu'il n'y ait pas favoritisme. À la fin de l'année, je dois publier 5. Je dois signer. À la fin de l'année académique, je dois avoir participé à 5 conférences internationales et présenter des papiers. Si vous êtes dans un laboratoire, vous êtes économiste, nous devons avoir fait autant de projets à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, on doit vous mesurer. C'est ainsi que les professeurs même d'université n'ont pas le même salaire. Celui qui publie a plus de salaire, a un salaire plus élevé. Donc on doit encourager ça. Chez nous, les profs, c'est chaque matin amener les mêmes syllabus. On ne publie pas. Être professeur, ce n'est pas un privilège. C'est une responsabilité permanente. Vous devez vous assurer chaque jour, chaque année que vous restez professeur d'université. Mais sinon, il faut aller enseigner dans les petites écoles. Bon. Donc nous devons faire ça. Évidemment, il faut aussi améliorer les conditions de travail des professeurs d'université. Vous avez parlé d'ailleurs. Bon, un petit exemple, bon, quand je suis allé à Paris pour un mois, bon, on m'a donné 5 000 € pour mes enseignements. 5 000 €, ça fait 7 000 $, par exemple. Alors tu n'as pas envie de venir ici, venir envier un député. Tu n'as pas venu ici stationner devant un politicien parce que je vais être nommé PDG, je vais être nommé ministre. Donc les professeurs, qu'on les mette dans les conditions. Parce qu'effectivement, nous avons dans notre... ils ne sont pas si mauvais. Parfois, ce sont les conditions. Si les professeurs sont mis dans de bonnes conditions, ils peuvent produire en droit, en économie. Par exemple, le temps de Covid. Mais l'université devait se réunir le temps de Covid. Comment relancer l'économie? Est-ce que le modèle du Fonds monétaire international, est-ce que c'est ça? Est-ce que toutes les théories là qui nous viennent de la Banque mondiale, c'est ça qu'il nous faut? Où sont les économistes congolais? Voilà le Covid, qu'est-ce que nous pouvons faire pour relancer l'économie dans des conditions difficiles? Dans l'agriculture, nous sommes l'un des pays les plus riches de la Terre. Nous avons des facultés d'agronomie. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nourrir ce pays au lieu de dépendre des importations étrangères, même du riz, même des haricots? Mais nos économistes, nos agronomes, et même dans le domaine de la technologie actuellement, parce que maintenant c'est l'information technology, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a parfois beaucoup de talents dans ces pays. Comment nous pouvons les encourager? Ça pose des problèmes, cher ami, parce que tout ça, il faut avoir une politique scientifique. Est-ce que ce pays a une politique scientifique? Mais comment vous avez une politique scientifique si vous avez un ministre de l'enseignement supérieur ou de la recherche qui ne comprend rien à la science? Où est-ce que vous aurez? Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas être grand universitaire pour être professeur de la recherche scientifique. Il suffit que le ministre recourt, appeler les Congolais qui sont là. Quelle est la politique scientifique dans ce pays? On ne doit pas être tout le temps en train de penser FCC cash, la opposition, du jour au lendemain. On ne peut pas se développer. Faisons une politique scientifique. Encourageons la recherche.
Hein? Refaisons l'université. Et même les conditions, je dois aller même plus loin. Vous savez, le Congo, la RDC est le pays où il est le plus facile de devenir professeur d'université. Je ne sais pas si vous le savez. Pourquoi vous considérez qu'il est le plus facile de le devenir? Pourtant, d'autres considèrent que les Congolais sont plus exigeants envers leurs propres frères que par rapport à d'autres universités. Non, je vais vous dire une chose. Je suis professeur de recherche. Mon assistant est un blanc sud-africain. Ça fait 10 ans qu'il est docteur. Ça fait 10 ans qu'il est docteur. C'est mon assistant à moi. Il doit encore publier pour atteindre mon niveau. Il est blanc, il est chez lui. Le Congo, c'est l'unique pays où quelqu'un va dans la salle de promotion à Longinaye et vous, de la place, vous l'appelez professeur d'université. Le simple fait d'obtenir un doctorat ne fait pas de vous un professeur d'université. Allez en France, même aller au Congo-Brazzaville, ici à côté, traverser. Tu viens d'obtenir ton doctorat aujourd'hui. On t'appellera docteur tel. Pas de professeur. Parce que tu dois publier pour devenir maître de conférences. Vous connaissez. Chargé de cours, maître de conférences, publier, et après vous devenez professeur. Mais le Congo, c'est le plus facile. Quelqu'un obtient son doctorat aujourd'hui, on chante à Longinaye, il devient professeur. Ce n'est pas possible. Professeur Mbata, mais ce n'est pas le fait des médias, je tiens à ce que vous puissiez corriger, bon. Mais c'est le fait du système que vous êtes... C'est le système dont les médias font partie. Oui. Voilà. Bon, ouais, donc, non, ce n'est pas la faute des médias. Ce n'est pas la faute des médias, mais ce sont aussi les médias qui nous élèvent. Parce que j'ai souvent vu... quand quelqu'un, je suis du constitutionnaliste, quand quelqu'un vient dans vos médias, on le présente, il est expert en droit constitutionnel, là, tu te poses des questions. Ce monsieur, il est devenu expert en droit constitutionnel depuis quand? On ne le connaît pas. Oh, il est chercheur indépendant en droit, il a fait des recherches où? Non, ne nous élevez pas. Si moi je ne suis pas professeur, je ne viendrai pas. Parce qu'on peut vous poursuivre en justice. C'est cela, oui. Vous ne pouvez pas porter un titre que vous ne connaissez pas si vous vous appelez chercheur. Vous avez publié quoi pour être chercheur? Vous savez ce que c'est qu'un chercheur? Donc c'est plus facile d'être professeur au Congo que partout ailleurs. Il faudra qu'on change. Que si quelqu'un obtient un doctorat, dites-lui d'aller publier. S'il n'a pas publié, quittez l'université, allez faire des affaires ou faites la politique. C'est plus facile. Donc, mais ceux qui sont là-bas, il faut améliorer les conditions de vie, les appeler, dire restez à l'université. Et les gens peuvent rester ailleurs. Mais professeur, il faut tout de même reconnaître qu'au niveau des universités, des facultés, il y a plusieurs centres de recherche. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Aller en Chine, aller en Afrique du Sud, il n'y a même pas d'académie. Vous voyez, ailleurs, il y a des académies, même les jeunes gens là. Nous avons des talents. Il n'a même pas encore fait la licence. Mais il peut produire, il peut faire une découverte. Ailleurs, il y a des académies pour encourager ces talents-là. Jusqu'au moment où vous les verrez grandir. Mais est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que nous avons un ministère pour accompagner ces jeunes gens? Professeur, marchons par étapes. Oui, allons-y. Le niveau de la responsabilité des chercheurs eux-mêmes, pour que nous puissions arriver au niveau de la responsabilité de l'État, afin que l'environnement... D'abord, l'État, c'est là que je commence. Il faut commencer par l'État. Parce que c'est l'État qui a l'obligation de fournir à sa population l'éducation de la meilleure qualité. Et la recherche scientifique, c'est d'abord l'État. C'est le budget, c'est tout ça. Regardez-nous, on parle du budget, non? Quel est le budget? Je vous ai parlé de l'UNIKIN, la plus grande université. Allez, quel est le budget de l'UNIKIN? On va vous dire 6 000 $. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez faire avec 6 000 $? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 6 000 $ américains? Mais un pays qui donne à son université la plus grande 6 000 $, mais c'est un pays en train de mourir. Justement, si on est réunis autour de ces plateaux, c'est pour ne pas mourir. Nous ne pouvons pas mourir. Moi, je suis contre l'inanition de la nation. Donc, ce pays doit vivre. Le pays doit vivre. Oui, il doit vivre. C'est-à-dire, je crois, on n'a pas trop de temps, on doit se mettre autour d'une table. On doit réfléchir objectivement sur notre système d'enseignement supérieur. Nous allons faire le diagnostic, on n'a pas le temps, c'est une émission, il faut même plusieurs émissions pour ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les programmes, les responsabilités de l'État? Nous, en tant qu'universitaires, nous avons aussi des responsabilités, les responsabilités de la société. Est-ce que ce que nous enseignons dans les universités 60 ans après, est-ce que ce sont encore les priorités? Mais nous pouvons même revoir les programmes d'enseignement. Nous pouvons. Et puis il faut fermer ce qu'on appelle l'université dans ce pays. Une université, ce n'est pas un bâtiment. Mais il faut un laboratoire.
Mais il faut une bibliothèque pour s'appeler une université. Ici, on appelle université. Pour moi, il faut fermer ces boutiques-là, où on vous paye l'argent, non. Ou même pour passer la corruption. Voilà l'un des mots. Ça, c'est ce qui nous concerne. On paye les diplômes dans ce pays. Et ça, nous devons y mettre un terme. Et plus grave, on paye les diplômes de doctorat, semble-t-il. Ce n'est pas possible. Le doctorat, c'est le niveau le plus élevé. Oui, on J'ai va des payer. responsabilités. Quelqu'un ne fait pas la thèse de doctorat, quelqu'un d'autre va faire la thèse de doctorat pour lui, demain on l'appelle docteur. Ça, ce sont des mots. Donc, notre enseignement supérieur universitaire est malade. Je crois que le 30 juin, cet anniversaire de l'indépendance, merci vraiment d'y consacrer un point. Ça doit nous permettre de réfléchir pour savoir pourquoi on en est arrivé là. Les questions fondamentales que vous posez et auxquelles je ne peux pas répondre seul. Je n'ai pas les réponses à tout. Mais si ensemble, les représentants de l'État et même les représentants des entreprises publiques, ils vont vous dire, nous actuellement, voilà ce que nous attendons des universités. Nous n'attendons pas que le droit, que tout le monde soit juriste, que tout le monde soit constitutionnaliste. Non. Chacun a son domaine bien précis. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont les responsabilités de l'État? Quelles sont les responsabilités de l'université? Et nous allons également bénéficier des expériences des autres. Vous avez des connaissances ailleurs. Et nous pouvons relancer l'enseignement supérieur universitaire. Professeur Mbata, mais à l'université, à la faculté, est-ce qu'il vous est arrivé un groupe de professeurs au niveau de la faculté, au niveau du département, de réfléchir de ce... Parce que ça donne l'impression, c'est que maintenant que vous êtes en train de réfléchir sur la question. Mais au niveau de la faculté, est-ce qu'il vous arrive de partager les mêmes préoccupations? Bon, on partage, mais on n'a pas toujours le temps. Moi, j'ai peut-être cette chance d'enseigner ailleurs. J'étais confiné, j'ai fini mon cours, je viens. Mais j'ai vu peut-être dans de meilleures conditions que beaucoup de mes collègues. J'ai un ordinateur, je suis lié à l'Internet. Vous avez des professeurs qui ont même des difficultés à accéder à l'Internet. Nous sommes dans le contexte de Oui, qui s'impose à nous tous. qui s'impose à nous tous. Ils vivent, vous abordez, nous n'avons pas le temps. Mais parfois, nous y avons réfléchi. Alors là, il faut un accompagnement de la société. Parce que les professeurs seuls, c'est une question d'envergure nationale qui nous dépasse même nous-mêmes comme professeurs. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la société congolaise, de manière pratique? Vous avez mis des critiques envers les médias que nous sommes. C'est vrai que nous abordons les matières qui nous sont très, très étrangères, très éloignées, habitués à des questions de type terre-à-terre, des célébrations du dialélo. Alors lorsque ça touche à la science, effectivement, on est un peu troublé, on tape sur plusieurs fois à côté. Mais qu'est-ce que vous attendez de toute la société congolaise dans un contexte actuel en termes de défis? Je vais y arriver, mais après avoir dit ceci, que vous-même vous pouvez contribuer aussi. Je vous ai félicité au début. Il y a combien de télévisions? Le 30 juin 60. Regardez-moi, souvent nos médias, tout le monde va parler politique. Quelle est cette télévision qui va prendre ne fût-ce que 30 minutes pour dire, écoutez, il n'y a pas que la politique. Hein. Quelle est la place de notre université? Ça, ce sont des questions fondamentales. Si vous même le 30 juin, on va vous reproduire l'indépendance, les politiciens, FCC, cash, peut-être. Combien d'émissions vont être consacrées à la science scientifique? Non, c'est un passé. On n'y pense pas. Donc ça peut être un début. Donc les médias, et surtout les médias publics comme la RTNC, peuvent nous aider parce que c'est une question d'importance nationale. Qu'est-ce que la société peut faire? C'est-à-dire, il faut aujourd'hui, la population l'État d'abord, doit faire de la réforme, de la relance de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, l'une des priorités. Okay. Parce qu'on a vu même le président Félix Tshisekedi. On vous a dit qu'un jeune docteur, Jérôme Mounyangi, il a fait ceci. Hein? Il était au Madagascar. Mais on est allé lui chercher, même en avion. Mais le gars était ici. Il y a sûrement beaucoup de Jérôme Mounyangi qu'on ne connaît pas, qu'on pouvait favoriser sur place. Donc qu'on mette un accent particulier sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, qu'on mette un budget, qu'on se réunisse autour d'une table. Ce n'est pas une... qu'est-ce qu'il faut faire, les questions politiques? Non. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour relancer l'enseignement supérieur? Ça, c'est au niveau de l'État et au niveau de la société qui doit nous accompagner dans la rigueur. Parce que l'enseignement supérieur et la recherche, c'est la rigueur. Il ne faut pas venir chez nous pour nous ramener par le bas. Si vous avez échoué, moi, si vous avez échoué dans mon cours, vous avez échoué, quittez l'université. Ne venez pas chercher à corrompre les professeurs d'université. Ne les ramenez pas, laissez-les dans la rigueur.
Et nous-mêmes aussi comme enseignants, nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités. Je crois que les 30 jours, il y aura des rencontres comme ça, nous allons nous questionner nous-mêmes. Quelles ont été nos responsabilités dans la décadence de l'enseignement supérieur? Mais nous ne pouvons pas être pessimistes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour relancer? Parce que vous savez, quelqu'un disait ceci. Le plus important, le plus grave, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous. Oh, les colonialistes, les étrangers, ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela. Mais le plus important, c'est ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous. On nous a maintenus dans ces conditions-là. L'étranger, ceux qui veulent exploiter notre pays, très bien. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous? Donc je crois que l'anniversaire de l'indépendance, ça doit être dans tous les domaines, notamment celui de l'enseignement, de l'éducation. Et j'ai dit, ce n'est pas seulement l'enseignement supérieur universitaire. Il faut commencer par le bas. Il faut changer tout le système pour que nous puissions vraiment espérer et bâtir un pays plus beau qu'avant. Et je crois que nous pouvons y arriver parce que la détermination est là avec avec le président de la République et nous-mêmes. Nous sommes conscients de nos erreurs aussi. Hein? Nous avons aussi commis des erreurs parce que nous faisons partie du système. Okay. Et dès lors que nous avons pris conscience, alors maintenant, il faut avancer. Donc le système qui fait que quand on veut se lancer dans la politique, on veut s'assurer d'abord d'un diplôme à l'université pour aller justifier sa présence dans l'espace politique. Oui, c'est ça qui est grave. Ailleurs, vous m'avez évoqué. Un professeur d'université ne cherche pas. Si j'ai déjà un salaire, je vais vous dire une chose. M. Zuma sera condamné. Je ne veux pas entrer en politique. L'ancien président sud-africain, il a toutes les chances d'être condamné. Devant la plupart, parce que là-bas, il n'y a pas, si tu as été ancien, non, il reste d'être condamné. Mais mon recteur d'université, à l'Université d'Afrique du Sud, sur le plan théorique, son salaire vaut 3 fois le salaire du président sud-africain. Le salaire d'un recteur d'université vaut 3 fois le salaire du président de l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est concevable ici? Oui, c'est une sorte de révolution mentale. Oui, de révolution mentale. Accepter. Et j'ai déjà vu le président, on lui pose la question, monsieur le président, pourquoi est-ce que votre salaire est inférieur à celui du directeur de l'université? Vous savez ce que le président répondait? Il dit non. Mais le président de la République, c'est un fonctionnaire. Moi, président de la République sud-africaine, je ne suis qu'un fonctionnaire. Ne venez pas me comparer à un recteur de l'université, ni à un universitaire. Alors, dès que nous serons cela, les gens vont se concentrer à l'université et à la recherche. Chacun va faire son travail. Nous aurons des découvertes dans ce pays. Nous allons faire des avancées dans tous les domaines. Et nous pouvons le faire parce que nous avons la détermination. Et je suis parfaitement persuadé que nous allons y arriver parce que la volonté est là. Merci, professeur Mbata. Vous êtes resté pessimiste. Certainement, donc... Non, je ne suis pas pessimiste. Vous êtes resté... positif vis-à-vis de ce pays et ce dont on a besoin. Célébrer les 60 ans, ça nous demande de l'engagement des uns et des autres, de la responsabilité, de manière à changer véritablement le visage et de la politique, le visage de la nation, le visage de l'université, pour arriver à des transformations qualitatives. Ça fait des fois un certain moment. Donc, maintenant, nous croyons que les 60 ans, c'est suffisant pour avoir des élites qui réfléchissent sur le destin du pays, pour avoir des élites qui réfléchissent sur le destin de la nation, le destin de nos familles, le destin de nos universités. Donc c'est un débat qui ne fait que commencer. Nous allons vous relancer d'une manière ou d'une autre. Nous avons vos contacts. Merci, professeur Mbata. Merci. Permettez-moi de terminer par un seul mot. Okay. Le 30 juin, nous chanterons Debout Congolais. C'est une invitation. C'est un appel catégorique. Mettons-nous debout dans tous les domaines, notamment celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Si nous pouvons nous mettre debout, on est resté à genoux. Je suis optimiste. Mettons-nous debout et nous allons voir, nous allons effectivement, si nous nous mettons debout effectivement dans ce domaine, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Merci, professeur. Avec vous, nous ferons un effort d'être effectivement debout, parce que c'est quand on est debout qu'on est en mesure de prendre ses responsabilités. Le débat ne fait que commencer. Avec vous, nous allons associer d'autres professeurs, d'autres chercheurs, pour continuer à regarder l'avenir avec beaucoup d'espérance,
À vous, chers téléspectateurs, nous disons merci pour ce beau moment que vous avez voulu accorder. La RTNC, nous sommes un média de service public et nous avons la responsabilité vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de tout le monde, justement dans la qualité de l'information que nous sommes censés vous accorder. Merci pour le choix que vous avez fait pour nous, la RTNC, et nous allons rester fidèles à nos engagements et nous vous disons merci et au revoir. Ma Mission TV, le miroir du monde.